bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en collaboration avec Bread Espace. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir ensemble comment bien choisir sa banque pour son expatriation et bien répondre à ses besoins financiers lors de cette expérience à l'étranger. Pour vous en parler, nous accueillons aujourd'hui Héloïse Ducatel et Olivier Belgrand, respectivement chargés de mission et directeur général de Bread Espace. Héloïse, Olivier, bonjour. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde, bonjour Julie. Comme vous le disiez Julie, on va vous faire aujourd'hui une présentation des principales problématiques bancaires que vous allez rencontrer lors de votre expatriation et des problématiques que vous devrez anticiper avant de parler. Pour vous faire la présentation avec Olivier, nous avons choisi de vous faire un déroulé chronologique des différentes étapes. Pour commencer, on va parler du départ. La première problématique, c'est qu'on va vous annoncer votre expatriation. Vous aurez beaucoup de démarches à réaliser. Et une des principales préoccupations de nos clients qui sont expatriés, c'est de loger leur famille. Et ça nécessite aussi un accompagnement bancaire. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer à ceux qui regardent quelle solution on peut leur apporter et ce qui doit être anticipé? Alors, bonjour, rebonjour à tous. Donc, pour vous aider, la plupart du temps, vos entreprises mettent à disposition des services de relocation qui vous permettent d'avoir un budget pour vos frais de déménagement. Alors, le souci qu'on rencontre souvent, c'est que ces budgets sont trop petits parce que vous pouvez avoir envie d'emmener tout avec vous, toute votre maison, la niche du chien, la maison, voilà, la voiture, tous vos meubles, alors que votre entreprise va prévoir souvent un nombre de mètres cubes pour votre transfert et ne va pas prévoir, par exemple, tous ces détails-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre budget risque d'être trop petit. Donc, il faut anticiper, voir le coût que ça va vous revenir et peut-être faire un prêt. Donc, il existe des prêts pour ces transferts et d'anticiper avec votre conseiller pour voir ce qu'il peut vous mettre en place à ce moment-là. Et en même temps, vous pourrez, comment dire, avancer parce que l'entreprise va vous avancer, ne va pas avancer les fonds tout de suite. Vous pouvez être amené, vous, à les avancer. Donc, ça peut vous permettre, au niveau de votre trésorerie, d'être tranquille. C'est une certaine sérénité juste avant que vous partiez. Une fois que vous serez arrivé sur place, vous devrez faire face aux premières dépenses du quotidien, vous équiper aussi peut-être en local de ce que vous n'aurez pas emporté lors de votre déménagement. Ça va générer beaucoup de transactions. Comment on peut faire, Olivier, une fois arrivé sur place? Alors déjà, avant de pouvoir ouvrir son compte sur place, puisqu'il y aura une problématique d'ouvrir votre compte, mais ça se fera souvent sous 15 jours, 3 semaines après votre arrivée, il est primordial de savoir si vos moyens de paiement que vous avez en France fonctionnent dans la zone où vous allez arriver. Alors aujourd'hui, quand on parle sur la zone euro, il n'y a aucun souci, mais dès que vous sortez de la zone euro, il peut y avoir des difficultés, aussi bien au niveau de votre carte bancaire. Alors simplement, par exemple, si vous partez en Afrique, vous pouvez avoir des problèmes au niveau du réseau Mastercard. Et pour pas faire de jaloux, par exemple en Asie, c'est plutôt le réseau Visa qui fonctionne moins bien. Donc, il est primordial, avant de partir, de vérifier que le réseau de votre carte vous permettra de fonctionner sur place. Et dans un deuxième temps, vérifier aussi que vos plafonds sont adaptés. Pourquoi? Puisqu'il va y avoir peut-être des retraits d'espèces à faire, donc que votre carte vous permette de le faire, ou des paiements, puisqu'il faudra aussi payer un certain nombre de choses sur place, donc de pouvoir le faire. Donc tout ça, c'est toujours aussi important de l'anticiper, de voir ça avec son conseiller en amont, de lui parler de votre projet, de parler de votre expatriation, et lui pourra vous répondre et vous aider à ce moment-là. C'est vraiment du cas par cas. Voyez avec votre banquier, comme le disait Olivier, par exemple, si vous allez en Allemagne, là-bas, la pratique, c'est plus d'utiliser les espèces. Donc, votre conseiller pourra vous renseigner pour vous dire on va augmenter le plafond sur les retraits espèces, par exemple. Une fois ces premières dépenses faites à l'étranger, on se rend compte parfois ultérieurement quand ça a généré énormément de frais. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui bancaires qui existent pour qu'on encadre ces frais, soit en les limitant ou à minima en les connaissant à l'avance? Alors, de la même façon, comme tu le disais il y a quelques secondes, dès qu'on va sortir de la zone euro, il va y avoir des frais. Des frais pour les retraits, des frais pour les paiements, donc à deux niveaux. Il va y avoir aussi bien, parce qu'il y a les frais de change au niveau de la devise, et puis les frais de retrait dans les distributeurs, par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, au niveau de Bread Espace, on a créé des forfaits pour nos clients, des forfaits qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, il y a une typologie de forfaits qui existe suivant vos besoins, donc il faut qu'on s'adapte aussi par rapport à nos clients. Donc, il y a des forfaits pour les retraits, des forfaits pour les virements, il peut y avoir des forfaits pour les paiements avec la carte, ou les trois, suivant le besoin. On essaye vraiment de faire un forfait qui soit adapté vraiment aux besoins de notre client.
Donc ça, c'est vraiment aussi une des choses qu'il faut anticiper auparavant, votre départ, pour éviter d'avoir ces surcoûts en arrivant. Si vous anticipez, au moins, vous ne vous poserez pas la question à chacune des transactions. Une fois devant le distributeur, vous ne vous poserez pas la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ne dois pas retirer un montant plus important? Au moins, vous serez serein. Donc ça, c'est assez important quand vous arriverez sur place. Une fois installé, est-ce que c'est indispensable de garder le compte en France ou est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un compte en local? Alors ça, pour moi, c'est même pas une question, c'est primordial de garder un compte en France. Pourquoi? Puisque déjà, quand on part en expatriation, la plupart du temps, on ne part pour 3 ou 4 ans. Alors certains peuvent peut-être partir, de nos futurs clients partiront peut-être jusqu'à la fin de leur carrière ou de vie, rester à l'étranger. Mais on part sur le principe qu'une expatriation, c'est pour une durée donnée. Donc il y a toujours des dépenses qui restent en France. Vous pouvez déjà être propriétaire de votre bien, donc vous aurez votre taxe d'habitation, vous pouvez avoir les charges de copropriété, vous pouvez avoir un certain nombre d'opérations qui vont continuer à perdurer sur votre compte en France, où vous voulez garder certains produits que vous ne voulez pas annuler. Donc, il est primordial de garder votre compte. Ça, c'est indéniable. Et est-ce que ceux qui nous regardent doivent rester dans leur banque historique traditionnelle ou est-ce qu'il y a une vraie nécessité d'aller dans une banque qui a déjà une clientèle d'expatriés et qui connaissent ces problématiques? Alors, il y a deux volets dans ce cas-là. C'est que le premier, c'est qu'on a un autre statut. On a un statut d'expatrié ou de non-résident. Donc, la banque traditionnelle de quartier ne saura pas forcément répondre à toutes vos attentes, puisqu'elle ne saura pas comment, par rapport à vos horaires, par exemple, vous êtes en Floride, les horaires pour voyager, continuons à voyager, il y a un décalage horaire. Donc, par exemple, si on veut vous appeler à 9 h du matin, pour vous, ça sera la nuit. Donc, il est primordial de connaître le fonctionnement sur l'étranger. Donc, ce sont des conseillers spécialisés comme chez nous qui savent quand ils peuvent vous appeler pour vos problématiques. Et la deuxième partie, ça sera d'avoir des produits adaptés aussi, puisque les conseillers entre guillemets spécialisés sur le non-résident seront capables de savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, vous en tant qu'expatrié ou non-résident. Ça, on va y revenir justement un petit peu plus tard dans notre présentation. Il y a des choses aussi aujourd'hui qui vous paraissent, si vous êtes toujours en France, qui vous paraissent anodines, qui sont de l'ordre du quotidien, parce que la majorité des banques offrent à leurs clients des solutions digitales pour faire leurs transactions habituelles, comme les virements, etc. Mais une fois à l'étranger, quand on s'est installé, est-ce que toutes ces opérations qui étaient si faciles quand on était en France sont toujours possibles de manière autonome ou est-ce qu'il y a des éléments anticipés? Alors, de façon autonome, c'est beaucoup plus compliqué suivant les zones où vous pourrez être expatrié. Par exemple, si on va continuons toujours à voyager, sur la Russie, où dès que vous sortez de la zone euro, on a tous l'habitude maintenant dans la zone euro de gérer un RIB ou un IBAN. C'est un mot vulgarisé aujourd'hui qui ne pose aucun problème. Tout le monde sait gérer ça sur son application Internet. Mais dès que vous allez sortir de ces zones-là, il va être primordial d'avoir des codes SWIFT, de savoir s'il y a des banques intermédiaires, des fois un certain nombre d'opérations. Donc, la seule préoccupation qu'on doit avoir et qu'on veut avoir, c'est de pouvoir avoir son argent le plus rapidement possible et sans surcoût. Puisque à partir du moment où on n'a pas toutes les coordonnées bancaires, il va être hyper difficile que l'argent arrive dans le pays. Donc, ça peut prendre un certain temps. Vous pouvez être stressé par ça et je pense que ça ne fait pas partie de vos préoccupations. Donc, le fait aussi d'avoir un conseiller qui connaît le fonctionnement, il pourra vous dire si les données sont erronées ou autres. Oui, tout à fait. Et au moins, si vous adressez à un spécialiste, vous éviterez les allers-retours, les multiples demandes qui n'en finissent pas. Et avec le décalage horaire, tout de suite, ça peut prendre un délai plus important que ce que vous connaissez si vous êtes encore en France. Donc, ne négligez pas ces problématiques qui aujourd'hui vous paraissent anodines. Aujourd'hui aussi, une partie de notre clientèle qui est expatriée a des enfants qui ont une éducation multiculturelle. Pour certains de vos enfants, ceux-ci vont être amenés à revenir en France faire leurs études ou même dans un troisième pays. Est-ce que conserver un compte en France va aider ceux qui nous regardent à justement faciliter cette gestion quotidienne de leur vie familiale? Alors Héloïse, tout à l'heure je disais que garder un compte en France était primordial. Voilà encore une preuve que c'est important puisque nos enfants grandissent aussi. Ils peuvent être amenés à revenir, eux, pendant que vous êtes en expatriation sur la France, faire des études supérieures, donc devoir prendre une location, devoir prendre une école. Donc, pour payer cette école ou pour prendre un appartement en location, il faudra que ce soit fait à partir d'un RIB français
Donc, il sera primordial de pouvoir toujours garder des coordonnées. Et une agence immobilière ne voudra pas louer sur un RIB à l'étranger. Donc, ça sera primordial vraiment de le garder, de le conserver. On a parlé des problématiques quotidiennes que ceux qui nous regardent peuvent rencontrer. Maintenant, à plus long terme, si on parle de la gestion de leur argent et notamment de leur épargne, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques à nos clients qui sont non résidents et expatriés? Alors oui, il y aura plusieurs choses à voir au niveau de la fiscalité qui est différente d'un pays à l'autre. Il y a un certain nombre de produits bancaires que vous pouvez avoir aujourd'hui et que vous ne pourrez garder et conserver quand vous partez en expatriation. Donc, ce sera avoir ça en amont avec votre conseiller. Par exemple, si on part sur les États-Unis où il y a FATCA, il y a un certain nombre de, par exemple, les actions, vous ne pouvez les conserver. Vous ne pouvez, le contrat d'assurance vie ne peut pas être souscrit. Donc, toutes ces opérations-là seront très, très importantes de les voir vraiment en amont pour pouvoir être tranquille une fois expatrié. Autre besoin qui nécessite de l'anticipation et avant de partir, c'est un sujet qui est très d'actualité, c'est la retraite. On observe que 70% des expatriés français partent en contrat local. Ça veut dire que vous ne cotisez pas dans des régimes obligatoires de retraite et donc nécessairement vous devez anticiper cette problématique pour avoir le temps venu, percevoir le temps venu une rente. Comment justement on peut aider nos clients et les expatriés qui nous regardent sur ce sujet et est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut s'en occuper? Alors, pour moi, il n'y a pas d'âge. On pourrait dire de 30 à 70 ans ou 80 ans, il n'y a jamais d'âge pour se constituer du patrimoine et préparer sa retraite. Alors aujourd'hui, c'est vrai, comme tu le disais à l'instant, c'est quelque chose de très important. On ne parle que de ça dans les journaux et dans les médias aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de formule miracle ou magique pour moi. Il faut s'adapter en fait aux besoins de notre client. En fait. Chaque client, chacun d'entre vous avait une vision différente. Donc, certains vont vouloir créer une retraite par l'épargne, d'autres par le patrimoine en faisant des investissements locatifs, ou voilà, ou d'autres ça va être sur de la bourse. Donc il n'y a pas de pour vraiment, il faut vraiment s'adapter à notre client, à chacun d'entre eux, écouter, parler avec eux et par rapport à ça, on va essayer de trouver la meilleure formule pour les accompagner dans leur projet. Mais c'est vrai qu'il est indéniable, surtout quand on a une expatriation, de prévoir sa retraite, de pouvoir l'anticiper et de profiter de ces années où on part pour essayer de se créer un patrimoine. La constitution de ce capital, Olivier, tu le disais, ça passe souvent par l'acquisition d'un bien immobilier. C'est un investissement que plébiscitent aujourd'hui les Français. Mais quand on est expatrié, ça peut rapidement se transformer en parcours du combattant. Comment aujourd'hui les expatriés doivent s'adresser auprès de leur banque pour réaliser un investissement immobilier? Et est-ce que c'est possible déjà? Alors oui, c'est possible. Tu vois. Ça, c'est important. Pour chacun d'entre vous, c'est possible de faire votre investissement locatif ou votre résidence secondaire ou même d'acheter votre appartement ou votre maison dans votre lieu d'expatriation où vous pourriez voilà, tomber amoureux, entre guillemets, de la zone où vous êtes parti et vous pourriez acheter votre maison pour le futur et on est capable de financer. Donc aujourd'hui, le gros avantage, c'est vrai qu'en France, et pour nous, la plupart des Français, acheter de l'immobilier fait partie de nos priorités, de nos vœux pour le futur. Comme tu le disais, 70%. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur Vrai d'Espace, on a la capacité et on sait en fait financer nos clients à distance. Aujourd'hui, cette notion de à distance est très très importante parce qu'on peut se dire bah oui, mais il va falloir que je revienne, il va falloir que je fasse des allers-retours. Aujourd'hui, non, on peut tout gérer à distance. C'est un peu comme le catalogue de la Redoute. Carrément, vous pourriez choisir votre bien dans un livre et pouvoir entre guillemets tout faire de votre lieu d'expatriation. Et à partir de ce moment-là, nous, on va gérer avec vous votre projet. On va vous accompagner dans votre projet. On vous envoie vos offres aussi en dématérialisé. Vous pouvez même signer de façon électronique, donc sans vous déplacer en France. Donc pour vous, c'est aussi une tranquillité de pouvoir faire votre projet de loin. Et pour compléter ce que dit Olivier, on peut aussi trouver des partenaires qui vous proposeront des investissements locatifs avec la gestion inclus. Donc même quand vous êtes expatrié, finalement, on peut vous accompagner dans la gestion, y compris au quotidien de vos biens immobiliers. On a fait un premier tour assez généraliste des problématiques que vous allez rencontrer. Vous avez sans doute eu l'occasion de poser vos questions sur le chat à Julie ou n'hésitez pas encore à les formuler pendant les quelques minutes qui nous restent. Et désormais, on va passer à la partie questions. On va essayer de répondre
à tout ce qui vous questionne aujourd'hui. Donc voilà, on vous écoute. N'hésitez pas, surtout, on est là pour vous aider et répondre à un maximum de questions. Voilà. Alors en effet, on a eu de nombreuses questions sur le chat. Donc nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous les poser et que vous puissiez apporter vos réponses. Donc une première question. Question de Christelle. Est-ce qu'il est forcément nécessaire d'ouvrir un compte dans le pays de destination si j'ai déjà un compte en France? Alors, logiquement, il n'y a aucune obligation, mais il est préférable. Pourquoi? Parce que déjà, votre employeur peut décider, entre guillemets, qu'une partie du salaire soit versée dans le pays d'expatriation et une partie en France. Ça peut être ou en local ou en France. Donc ça, entre guillemets, déjà, c'est voir suivant l'entreprise. Après, l'avantage d'avoir aussi un compte sur place, c'est qu'il y a aussi vos dépenses courantes qui sont aussi, voilà, vous prenez un téléphone portable si ce n'est pas l'entreprise qui le prend, ou pour vos enfants ou autres, ils vous demanderont un compte local. Donc, pour certaines opérations, vous aurez obligatoirement besoin, suivant ce que vous voulez faire, d'un compte aussi dans le pays d'expatriation. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui nous regardent, qui sont hors zone euro. Oui. En zone euro, ça peut se questionner et ceux qui nous regardent peuvent tester au moins au début pour voir si ça fonctionne bien depuis leur compte en France. Ça peut le faire notamment avec les pays limitrophes, mais c'est vrai que dès qu'on est hors zone euro, Olivier a raison, c'est quand même beaucoup plus simple. Nous allons prendre une deuxième question. Charles qui nous demande quels sont les critères de choix d'une banque locale à l'étranger, donc sur quoi se baser pour choisir sa banque lorsqu'on est à l'étranger, et est-ce qu'il existe un réseau de banques avec lesquelles vous travaillez en fonction des pays de destination? Alors nous, au sein de Brain Espace, on travaille avec certaines banques, on a aussi ce qu'on appelle des filiales. Donc on travaille aujourd'hui, par exemple, avec la BFL sur le Laos, sur le Cambodge. On va avoir donc on a nous on travaille avec on a des filiales, on a des bureaux de représentation, aussi bien sur le Maroc, un peu partout dans le monde. Donc on essaye de s'implanter ou filiales ou partenaires. Donc on peut nous questionner en amont pour nous demander si on a un partenaire dans le pays, de donner les contacts. Voilà, tout à l'heure, quand ils auront nos coordonnées, de ne pas hésiter, on peut leur donner, si possible, des coordonnées. De manière générale, on travaille surtout avec les leaders de marché à l'étranger et on s'assure aussi qu'ils sont solides d'un point de vue financier et réglementaire parce qu'on a beaucoup de contraintes. Donc sur ça, on pourra aussi les renseigner et même si on n'a pas de partenariat dans un pays, se renseigner pour eux avec notre expertise. Très bien. Alors Gérard nous demande comment limiter les frais bancaires à l'étranger. Effectivement, c'est une question qu'on se pose si on garde un compte en France et qu'on doit s'en servir à l'étranger, comment faire? Alors, au niveau de Brain Espace, nous, on a créé un forfait, ce que j'exposais tout à l'heure un petit peu, suivant qu'on va adapter par rapport aux besoins de nos clients ou prospects ou futurs clients pour limiter ces frais. Donc, ça peut être aussi bien sur les retraits, ça peut être aussi bien sur les paiements avec la carte ou les virements à l'étranger. Donc, ça existe, on peut le mettre en place. Après, toutes les banques ne le font pas aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un produit qui est plutôt tourné vers des banques qui ont l'habitude de travailler avec des expatriés ou des non-résidents. Si vous allez, même au sein de la BRED, on aurait été dans une agence de quartier, vous ne pourriez pas avoir accès à ces forfaits. C'est vraiment pour des banques spécifiques dans cette typologie de clientèle qui a ces forfaits. Donc, on pourra vraiment l'adapter s'il a besoin. On peut faire un retrait de 20 € et si on doit payer 5 € de frais, c'est énorme. Donc, quand on a ces forfaits, on n'hésitera pas à retirer les 20 € et pas se dire il faut que je retire 200 € pour le mois et garder l'argent chez moi et ainsi de suite. Mais ça, justement, il faut l'anticiper avant de partir. Voilà. Comme ça, tous ceux qui nous regardent ne se poseront plus la question et ils partent avec sérénité. Mais même pour ceux qui ne sont pas partis, il n'est pas trop tard, mais en fait, anticipez-le avant de vous apercevoir à la fin du mois que vous avez des centaines d'euros de frais. Là, il n'y a rien de plus catastrophique pour nous de recevoir des appels de nos clients sur ce sujet. Une bonne préparation, comme pour toute expatriation, notamment sur la partie financière. Donc, autre question, Maxime, comment vous positionnez-vous par rapport aux comptes dits nomades, donc les services uniquement en ligne, qui sont souvent utilisables partout sans frais et avec des frais réduits? Alors, pour moi, au sein de Brain Espace, et je crois dans ce modèle-là au niveau de la banque, la position du conseiller, du vrai conseiller, du conseiller dédié,
même par rapport à la banque en ligne traditionnelle, je pense que c'est primordial aujourd'hui. Je pense que l'Institut Personae, à Bredespace, on a des conseils dédiés. Quand on a nos clients, ils ont la ligne directe du client, du collaborateur, son mail direct. Et quand il s'appelle Olivier, on rappelle 1 heure après, c'est toujours Olivier qui répond. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on suit son client, on suit son dossier, on suit son histoire. Et aujourd'hui, par rapport à une banque nomade, donc effectivement, il y a des moindres coûts. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se créer sur cette. Mais entre guillemets, quand il y a une problématique, le souci, c'est dès qu'il y a une problématique, il n'y a personne en face. On est sur un chat ou on va être sur un ordinateur. Il va falloir taper 1, taper 2, taper 3, entre guillemets, mais on n'aura pas de réponse. Donc, on est seul face à sa problématique. Ça peut devenir vite un stress, un embêtement. Donc, pour moi, il est primordial d'avoir une vraie banque en face plutôt que ce qu'on appelle une banque low cost ou nomade, entre guillemets, avec quelqu'un en face qui pourra vraiment vous accompagner. Et pour compléter ce que dit Olivier, c'est que les banques nomades aujourd'hui vont répondre aux attentes de ce qu'on regarde au quotidien sur des transactions simples. Maintenant, quand il va falloir justement ce qu'on disait tout à l'heure, préparer la retraite, savoir quel produit on a le droit de conserver et quelle alternative on a pour justement retrouver des rendements ou une solution d'épargne, bah, finalement, on se retrouve rapidement face à des forums sans être sûr que l'information est bonne. Et là, on est fiers, nous, d'avoir des conseillers qui s'y connaissent, qui ont une connaissance en fiscalité internationale et qui vont pouvoir répondre de manière sur mesure, avec une solution sur mesure à tous ceux qui nous regardent. Surtout avec un positionnement tarifaire où aujourd'hui, tout ce qui est opération courante, on a des forfaits pour que ce ne soit pas coûteux. Et finalement, on se concentre sur notre conseil. Alors, je prends une autre question. Alain, vaut-il mieux privilégier une banque du pays d'accueil ou une banque française pour un prêt immobilier? Et est-ce qu'il y a des restrictions en fonction du statut? Par exemple, si je suis retraité, quelles sont les restrictions qui vont s'appliquer? Alors, au niveau, c'est une très bonne question au niveau qui va se faire déjà au niveau du taux. L'avantage aujourd'hui en France, comme tout le monde le sait, nos taux n'ont jamais été aussi bas d'une façon historique. On est vraiment au plus bas de l'histoire de la France, entre guillemets. Donc aujourd'hui, faire son prêt en France est très avantageux. Par rapport à ça, il n'y a même pas de sujet là-dessus. Je pense qu'on est l'un des pays où les taux sont les plus faibles, surtout hors zone euro, où là, c'est même pas comparable. On peut avoir des taux à 4, 5, 6, 7% facilement dans certaines zones d'Asie ou même dans le Pacifique, donc en Australie. Donc voilà, donc il n'y a pas de sujet de choisir la France dans ce domaine. Après, il y a une deuxième chose sur la partie retraite. Aujourd'hui, entre guillemets, la vie dure beaucoup plus longtemps, donc on peut faire un prêt quand on est à la retraite. La seule chose qu'on va regarder, il y aura deux choses, c'est jusqu'à quel âge on peut endetter la personne. Puisque ce qu'il faut, c'est qu'elle soit assurée, qu'elle ne prenne pas de risque. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 80, 85 ans au niveau de l'assurance. Donc voilà, la personne a 62, 65 ans, veut faire un prêt sur 10 ans, on pourra l'accompagner dans son projet, même sur 15 ans. Après, la seule différence, il faut savoir, c'est que les coûts d'assurance sont plus élevés quand on fait un prêt à 65 ans que lorsqu'on a 30 ans. Voilà. Il n'y aura pas de différence entre un résident ou un non-résident, en tout cas sur la problématique de l'âge au moment de l'emprunt. On fait exactement la même chose, en tout cas au sein de Bredespace. Nos clients expatriés ou non-résidents sont comme nos clients résidents. On les accompagne dans tous leurs projets, quel que soit leur âge. Et notamment pour ceux qui s'expatrient au moment aussi de la retraite pour aller s'installer à l'étranger. On pense à vous, Julie, au niveau de l'île Maurice, mais il y a aussi un qui partent au Portugal, et sur ça, on est capable de les accompagner. Justement, vous évoquez cette question entre résidents et non-résidents. Nous avons une question à ce sujet. Donc, Victor qui nous demande: les banques étrangères font-elles la différence entre résidents et non-résidents en termes de frais bancaires? Les banques de l'étranger, c'est bien ça? Oui. Alors, il est difficile de répondre en global dans tous les pays. Normalement, c'est comme un non-résident qui arrive, on peut parler sur la France, les forfaits vont être les mêmes, entre guillemets, que ce soit qu'on soit non-résident ou résident. Au niveau des coûts, ça sera exactement la même. Donc, ça sera pareil normalement dans la plupart des pays. Il n'y a pas de différence au niveau des coûts de base. Presque, il peut y avoir des différences avec au niveau des financements. Il peut y avoir comme ce qu'on appelle un coût du risque, pour parler un peu jargon bancaire, qui soit supérieur quand on est non-résident. Donc, il peut y avoir une surcote au niveau des taux, aussi bien à l'étranger qu'en France, ça existe.
pour pallier le risque, puisque une expatriation peut faire, entre guillemets, dans le pays où on va être expatrié, peut faire un peu plus peur, entre guillemets, donc, ou un peu plus de risque, puisqu'on est là sur une période courte. Donc, la banque peut prendre des taux un petit peu supérieurs. Mais sur les coûts de la banque au quotidien, il n'y aura pas de différence. Et donc, je vais prendre une dernière question. Donc, Naël qui nous demande, d'un point de vue professionnel, donc dans le cadre d'une création d'entreprise, est-ce qu'il est intéressant de garder un compte en France ou bien de se concentrer plutôt sur un compte au niveau local? Alors, sur une création à l'étranger, il faudra obligatoirement un compte à l'étranger. Il n'y a même pas de discussion. L'intérêt d'avoir un compte en France, c'est simplement si on met une succursale, par exemple, en France, où il faudra garder des locaux en France. Voilà, qu'il faudra avoir une adresse fiscale. Pour avoir une société en France de droit français, parce qu'après, tout dépend aussi de la fiscalité, ce qu'on veut faire. Donc, tout est envisageable. Et ça, c'est lorsqu'on monte son projet qu'il faut le voir en amont avec son banquier, en échangeant, ou avec son comptable ou son expert comptable, pour pouvoir répondre. Tout dépend de l'objectif, la problématique, si on fait de l'import-export, si c'est que du conseil, voir dans le pays d'origine la fiscalité, c'est très très important. Après, il peut y avoir un intérêt de faire une holding en France, parce qu'on veut revenir dans quelques années. Donc, il n'y a pas de réponse juste à 100%. Il est primordial d'avoir un compte, ça c'est sûr, à l'étranger. C'est entre guillemets quasiment obligatoire. Après, d'avoir un compte sur la France, tout dépendra vraiment du projet et quel est l'objectif à moyen et long terme sur ce projet. Ben, merci beaucoup. Merci Héloïse, merci Olivier pour toutes ces informations et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc pour toute question complémentaire ou plus personnelle relative à votre projet de façon plus précise, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Bred Espace. Je vous donne l'adresse pour les contacter. bredespace@bred.fr, donc Bred espace BREDESPACE@bred.fr. Et puis pour toute question relative à votre projet d'expatriation, je vous donne rendez-vous sur le forum d'expat.com. Merci et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci Julie. Merci Julie.